Ah non mais fallait me prévenir qu'on allait passer d'hiver polaire à été caniculaire en 24 heures top chrono, parce que ni mon corps ni mon esprit n'étaient prêts, je pense. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture que je vais tenter de mener du mieux possible sans décéder, parce que là tout de suite ça ne se voit peut-être pas, mais je vous assure qu'il fait déjà une chaleur de bête chez moi. Et oui, ça arrive dans le Nord-Pas-de-Calais et bien plus souvent que vous ne pourriez le penser. Je m'excuse donc pour la luminosité qui sera peut-être un peu approximative, mais je suis obligée de tout fermer histoire de ne pas mourir littéralement de chaud. Et si vous voyez mon front perlé, ce n'est pas le stress de tourner cette vidéo. Non, non. Sinon, côté bouquin, eh bien, pour changer, j'ai envie de dire, on va aujourd'hui parler de livres de styles assez différents les uns des autres, mais également d'avis lecture assez disparates, hein, puisque vous le verrez, dans la sélection du jour, il y a des livres que j'ai beaucoup aimés, et d'autres avec lesquels ça a été un peu plus compliqué. Donc au programme du jour, essai, roman contemporain, thriller polar, et en plus de ça, un petit peu de voyage, hein, parce que pour changer, on va partir du côté de l'Islande, de la Nouvelle-Zélande, de la France, et on va dire un peu des États-Unis. Donc voilà, le programme est posé, vous savez ce qui vous attend. Donc j'espère que la suite va vous plaire. Et une fois de plus, je vais prendre les romans tels qu'ils sont posés devant moi sans aucun ordre de préférence. Et le tout premier qui me tombe sous la main, il s'agit de Des vents contraires d'Olivier Adam aux éditions Le Cercle Point. Alors ce livre est un roman contemporain dans lequel on va suivre, si mes souvenirs sont bons, Paul, dont la femme a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas, en tout cas au début de ce roman, ce qui est arrivé. On ne sait pas si elle est partie d'elle-même, si elle a été assassinée, si... Bref, on ne sait pas. On sait juste que la maman ne fait pour l'instant plus partie du décor, et du coup Paul décide de quitter. Je crois qu'au début il est à Paris, il se rend à Saint-Malo, la ville où il a grandi avec ses parents et son frère. Il y retrouve d'ailleurs son frère qui tient l'auto-école familiale, enfin qui a repris l'auto-école familiale. Et il se rend donc là-bas avec ses deux enfants, Clément et Manon. Et il va donc devoir tenter, je dirais pas de reconstruire sa vie, mais de continuer d'avancer avec ses enfants, tant bien que mal, avec le fait aussi que financièrement c'est un peu compliqué parce que Paul est écrivain et que, à cause du départ de sa femme, ça fait un petit moment qu'il n'a plus rien écrit. Et voilà, on va être dans cette ambiance de papa solo, désœuvré, qui retourne un petit peu dans cette ville où lui-même a grandi. Et mon Dieu, que ce roman avait tout pour me plaire. Alors perso, je n'ai jamais rien lu d'Olivier Adam et j'avais du coup vraiment hâte de me plonger dans cette histoire de père qui se retrouve seul avec ses deux enfants ainsi que sa détresse et sa tristesse sur le dos. J'avais très hâte de me plonger dans ce roman parce que, soyons honnêtes, lorsque l'on parle de parents solo, il est quasiment toujours question d'une maman qui se retrouve seule. Or, là, je trouvais vraiment très original d'avoir ce type d'histoire avec pour point central un père qui se retrouve tout seul, complètement désœuvré face à l'absence de sa femme et qui doit tenter de gérer du mieux qu'il peut la peine incommensurable de ses deux enfants. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé ces deux jeunes protagonistes qui, chacun à leur manière, vont tenter de gérer le manque de la maman à leur façon. D'un côté, on va avoir Clément qui va, lui, le faire de façon, je dirais, très intime, en se refermant sur lui-même, tandis que la jeune Manon, elle, va gérer les choses de façon beaucoup plus explosive et visuelle, puisque ça lui déclenche de terribles crises d'angoisse et d'asthme. Donc, en théorie, cette histoire avait tout pour me plaire. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout accroché avec la plume d'Olivier Adam, et même au-delà de ça, vraiment le plus gros souci, je crois, c'est que cette histoire m'a complètement laissé de marbre, là où elle aurait dû vraiment profondément me toucher. C'est moi, on n'est vraiment pas ouf du tout là sur la luminosité. Mieux? Non? Pire? J'ai quand même l'impression que ce point lecture va être un chouille compliqué pour moi. Bref, revenons à nos moutons. Côté style donc, je l'ai personnellement trouvé assez froid et malheureusement plutôt ennuyeux. On a vraiment dans ce roman une ponctuation qui est loin d'être académique. On se retrouve parfois avec des phrases à rallonge dans lesquelles
les virgules semblent tenir le rôle de point et d'autres phrases où là pour le coup les virgules vraiment semblent manquer. C'est-à-dire qu'on a par exemple parfois une énumération de choses, une succession d'éléments qui appellent à des virgules, or on n'en a pas. En parallèle de ça, on a aussi par moments des souvenirs et des réminiscences du passé du père, donc Paul, qui viennent totalement s'entremêler au récit au présent, tant et si bien que parfois je me sentais un petit peu paumée dans ma lecture. Et puis il y avait un petit quelque chose dans la narration qui est, alors pour le coup, beaucoup plus compliqué à identifier, mais qui m'a donné ce sentiment d'être très nombriliste, très élitiste et presque un peu hautain par moments, qui fait que malheureusement je n'ai pas su m'attacher à ce papa solo. J'ai vraiment apprécié tous les personnages secondaires qui gravitaient autour de Paul, mais il n'y avait rien à faire. Dès que l'auteur remettait le focus sur lui, ça m'ennuyait profondément. Et étant donné que c'est tout de même le personnage principal, vous vous en doutez, je me suis souvent ennuyée. Parce que oui, je vous assure que je me suis beaucoup ennuyée dans cette lecture, tant et si bien que j'ai même songé à l'abandonner. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive très peu. Au-delà du fait qu'il ne se passait pas grand-chose en soi dans ce roman, puisque, comme je l'ai dit, on suit la vie somme toute banale d'un homme qui revient dans la ville de son enfance, qui vivote un petit peu tant bien que mal avec ses deux enfants, et bien au-delà de ça, le peu d'événements en fait qui se produisaient me semblait à chaque fois extrêmement tiré en longueur, et puis cette prose qui normalement aurait dû être là pour m'émouvoir par rapport aux événements qui pouvaient arriver, avait plutôt tendance malheureusement à me tenir un petit peu à distance du récit. Je crois que je n'ai tout simplement pas accroché à la plume de l'auteur. Je suis persuadée que c'est vraiment le type de roman contemporain et de plume blanche qui, pour fonctionner, doit arriver à toucher le lecteur, doit arriver à faire naître en lui des sentiments, que ce soit la tristesse, la mélancolie, la compassion, ce que vous voulez, mais ça doit remuer quelque chose chez le lecteur. Or, ça n'a pas du tout été mon cas. Je n'ai rien ressenti de tout ça, je n'ai d'ailleurs rien ressenti du tout. Je suis désolée, et croyez-moi, j'en suis la première peinée. De plus, j'ai également eu un problème avec, je dirais, certaines situations et certaines réactions de personnages que j'ai trouvé tout sauf crédibles. Or, le manque de réalisme dans ce type de roman contemporain, pour ma part, ça a du mal à passer. En fait, je crois que l'élément qui m'a vraiment fait tenir jusqu'à la fin de ma lecture, c'était de savoir ce qui était arrivé à cette maman, de savoir pourquoi elle n'était plus là avec sa famille. Alors attention, on n'est pas non plus dans un roman au suspense de dingue, hein, je préfère vous prévenir tout de suite. Et si à la fin j'ai eu ma réponse par rapport à ce questionnement, je dois reconnaître que j'ai été là aussi un peu déçue. Je m'attendais vraiment à autre chose. Des vents contraires aura donc été une toute première expérience avec Olivier Adam, plutôt décevante, vous l'aurez compris, pour ma part. A priori, là tout de suite, je ne suis pas franchement tentée par l'idée de réessayer un autre de ces romans. Néanmoins, je me laisse quand même une porte ouverte. Je me dis, si un jour je tombe sur l'un de ces autres titres en occasion, je me laisserai potentiellement tenter, histoire de vraiment voir si c'est tout simplement ce roman qui ne me convient pas, ou si c'est vraiment l'écriture de l'auteur avec laquelle, décidément, ça ne le fait pas. Donc voilà, je suis désolée, hein, je sais que cet auteur français plaît à beaucoup de lecteurs, mais vraiment, pour le coup, avec moi, en tout cas avec ce livre-ci, c'est pas passé. Bon, alors c'est un début de point lecture, ma foi, pas très enjaillant, hein, mais je vous rassure tout de suite, ce qui arrive après relève le niveau. Il y a même du très très bon dans le lot. Vraiment, ce problème de luminosité, ça me... Mon esprit poké ne focalise plus que sur ça. Heureusement que je ne regarde pratiquement jamais le retour, parce que je crois que sinon je n'arriverai pas au bout de ce point lecture. Bref, on se recentre, on y va, et on va parler de bouquins qui, pour le coup, ont été de plutôt bonne lecture. Le second qui me tombe sous la main, il s'agit donc de L'île au secret de Ragnar Jonasson, toujours aux éditions Le Cercle Point. Alors ça ne va pas être simple de faire un résumé
parce que dans cette histoire, on va switcher entre différentes temporalités et entre même différents lieux. Ce que je peux vous dire, c'est que ce tome est le second de la saga, de la trilogie autour du personnage de Hulda, qui est donc une flic islandaise, puisque Ragnar Jonasson, si vous ne le saviez pas, est un auteur islandais. Dans ce second tome, on retrouve donc Hulda. Alors, même si on va la suivre à différentes périodes de sa vie, je dirais que principalement on va se concentrer sur sa carrière de flic lorsqu'elle a 35 à 45 ans peut-être, contrairement au premier tome dans lequel on la suivait alors qu'elle était sur le point de prendre sa retraite. Là, on est vraiment, on va dire, au cœur de sa carrière de flic. Elle va devoir enquêter sur un meurtre survenu lors d'un regroupement de plusieurs amis dans une maison qui est réputée pour être un peu la maison la plus paumée d'Islande, puisqu'elle est vraiment toute seule sur une petite île à laquelle on ne peut avoir accès que par bateau à certains moments. Bref, un truc. Vraiment, il faut se donner un petit peu les moyens pour aller dans cette baraque totalement isolée. Et puis, au tout départ de ce roman, on va également suivre un autre meurtre d'une jeune fille dans une autre maison isolée. Et vous vous en doutez, hein, les deux histoires et les deux temporalités vont à un moment s'entrechoquer. Vraiment faire les résumés de romans dans lesquels il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent et plusieurs temporalités, je vous assure, c'est une tannée. Soit, comme je le disais donc, ce titre est le second tome de la trilogie qui s'appelle la trilogie Hidden Iceland de Ragnar Jonasson. Et j'ai envie de dire, à peu près comme à chaque fois avec cet auteur, ça n'a absolument pas été une claque, mais ça n'en est pas moins resté une lecture vraiment sympathique et agréable, et plutôt divertissante. C'est donc la seconde fois que je lis un roman avec le personnage de Hulda, et je me rends compte qu'en fait, je crois que j'ai pas mal d'affect pour ce personnage. Elle est loin des stéréotypes des personnages de flics que l'on peut régulièrement rencontrer dans les romans policiers. Parce que Hulda, c'est une femme qui galère, qui vraiment n'a une vie pas très enviable, qui aime faire son boulot, même si ça n'a jamais été une vocation ou même une passion. Elle vivote plutôt qu'autre chose et elle a un côté profondément humain et imparfait qui me touche beaucoup. Je trouve vraiment très original pour le coup le fait qu'à chaque tome on remonte dans le temps et donc également dans la carrière de Hulda, puisque comme je le disais dans le premier tome on l'a rencontrée alors qu'elle était sur le point de prendre sa retraite, et dans ce second tome on va donc la suivre alors qu'il lui reste, je dirais, une quinzaine d'années à faire dans la police. De bon dans le temps, il va y en être pas mal question, puisque comme je le disais on va donc suivre deux temporalités à peu près à 10 ans d'écart l'une de l'autre, et également différents points de vue de plusieurs personnages, dont bien sûr Hulda. Alors je vous cache pas que ça peut paraître un petit peu déroutant par moments, d'autant plus que l'histoire et l'enquête en elle-même mettent un petit peu de temps à s'installer. Et puis on va aussi avoir des chapitres qui vont être complètement consacrés, je dirais, un événement dans la vie privée d'Hulda. Et si j'ai trouvé que ces chapitres n'étaient vraiment pas désagréables, au contraire c'était plutôt sympathique à suivre, je vous avoue que par moments je me suis un petit peu demandé ce que ça venait faire dans ce roman. Pour moi, ça crée une sorte de, je dirais, de fracture dans l'histoire. Alors j'espère vraiment que cet élément va être repris et développé du coup dans le troisième tome de la trilogie, histoire que ça n'ait pas été posé un petit peu là, comme ça, sans raison. Ragnar Jonasson est un grand fan d'Agatha Christie et l'un de ses traducteurs officiels. Et ça se sent, je pense vraiment que si vous avez déjà lu un roman d'Agatha Christie, nul doute que vous allez ressentir l'influence de cet auteur dans ce titre, et d'ailleurs de façon plus globale dans toute la bibliographie de Ragnar Jonasson. L'intrigue comme la résolution ne sont pas très originaux, mais ma foi, tiennent plutôt bien la route, et j'ai vraiment apprécié pour le coup que l'enquête n'aille pas à 100 à l'heure, comme c'est parfois le cas dans certains romans policiers, parce que tout simplement c'était beaucoup plus crédible. Même si parfois le procédé utilisé pour
ménager le suspense manquait un petit peu de subtilité. On n'est pas non plus tombé dans cette espèce de travers de certains romans policiers dans lesquels les heureuses coïncidences arrivent un petit peu trop souvent. Bien qu'il s'agisse du tome 2 d'une trilogie, je pense qu'il est tout à fait possible de le lire indépendamment si vous le souhaitez, parce que finalement, hormis le personnage de Hulda, il n'y a pas vraiment de lien fait avec le premier tome. On est vraiment sur une enquête propre à ce tome-ci. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'île aux secrets, c'est de me retrouver en Islande. J'ai beaucoup aimé l'ambiance parce qu'en plus de ça, au-delà, je dirais, du décor islandais et un petit peu des spécificités de ce pays, dans ce tome-ci, on était vraiment la plupart du temps plongé dans cette île extrêmement isolée. Et j'ai beaucoup aimé ce côté huis clos, même si j'avoue que j'aurais apprécié qu'il soit peut-être encore plus renforcé parce que c'est vraiment un type d'ambiance que j'apprécie tout particulièrement. Comme pratiquement à chaque fois donc avec Ragnar Jonasson, c'était sympathique. Voilà. Je doute d'en garder beaucoup de souvenirs dans le temps, mais en attendant, lorsque j'ai fait cette lecture, eh bien ma foi, j'ai passé vraiment un bon moment, très sympa et en plus de ça dépaysant. Je lirai donc bien sûr le 3e et dernier tome de la trilogie, d'autant plus qu'en toute logique, étant donné qu'on remonte dans le temps, dans ce 3e tome, normalement on va y retrouver Hulda lors de ses débuts dans la police, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, ce que ça va me réserver, et voir un petit peu comment ce personnage va gérer ça, parce qu'à mon avis, on va souvent lui mettre des bâtons dans les roues. Et étant donné que le 3e tome attend depuis un moment dans ma pile à lire, et que, pour rappel, l'une de mes résolutions de 2023 est d'avancer, et si possible de clôturer des sagas et des trilogies, je pense qu'il va y passer très rapidement. Et puis faire un petit détour en Islande, dans ces décors vraiment frissonnants, avec le temps et la température qu'on a en ce moment, j'imagine que ce sera plutôt bienvenu. Bref, attendez-vous vraiment à revoir cet auteur rapidement sur la chaîne. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'après ça, il n'y en aura plus, je crois, de cet auteur dans ma pile à lire, et que même il n'y en aura plus beaucoup que je n'aurais pas encore lu de Ragnar Jonasson. Faut que je me penche sur la question. De toute façon, c'est pas grave. Quand je serai en manque d'Islande, je sais parfaitement ce que j'aurai à faire. Je me tournerai vers ce bon vieux Arnaldur Indridason, qui est une petite pépite islandaise. Soit, laissons donc l'Islande de côté et partons désormais dans un tout autre genre et même un tout autre pays, puisque je vais ensuite vous parler de mon avis sur Écriture, Mémoire d'un métier de Stephen King dans ses magnifiques éditions du livre de poche. Bon, alors là pareil, comme c'est souvent le cas dernièrement, c'est un livre que j'ai acheté il y a peu de temps et qui est déjà sorti de ma pile à lire, vous voyez. Je continue à essayer d'être bonne élève. Ce livre est donc une sorte d'essai / autobiographie dans lequel Stephen King va nous raconter ses débuts d'écrivain, sa façon de procéder, sa façon d'écrire et de voir l'écriture, ce qui fait selon lui un bon roman ou non. Nous parler aussi bien sûr des auteurs qui ont pu l'inspirer. Bref, on va vraiment parler écriture, littérature et un petit peu de la vie du King. Et décidément, il n'y a rien à faire. Stephen King sait me captiver, que ce soit lorsqu'il me raconte des histoires fictionnelles totalement sorties de son imaginaire ou lorsqu'il s'agit plus simplement, je dirais, de me raconter les réalités de son métier. J'ai beaucoup aimé cet essai que j'ai trouvé à la fois passionnant, instructif, motivant et également très drôle. Comme ça avait déjà été le cas dans Anatomie de l'horreur, Stephen King nous fait part de son vécu et de son point de vue de façon très simple, très libre, un petit peu vraiment comme un pote qui vous raconterait une anecdote durant un après-midi barbecue. Du coup, ce qui, au premier abord, raconté comme ça sur le papier, pourrait paraître très scolaire et un peu ennuyeux, ne l'est en fait pas du tout. J'ai même envie de dire, bien au contraire, pour tout vous dire, j'avais vraiment prévu de lire ce livre morceau par morceau, un petit peu comme ça, au fur et à mesure du temps, entre deux lectures,
un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et finalement, une fois que j'ai commencé à mettre le nez dedans, eh bien, n'avais qu'une obsession, c'était toujours d'en lire et d'en apprendre plus, tant et si bien que j'avais vraiment du mal à lâcher ce bouquin. Je crois que vous ayez d'ailleurs déjà eu l'envie d'être écrivain ou non, à la lecture de cet essai, vous allez forcément, à un moment ou à un autre, avoir envie de vous aussi tenter l'expérience de l'écriture. Alors bien sûr, hein, en toute logique, ce livre aura encore plus d'intérêt pour vous si déjà à la base vous êtes intéressé par l'écriture, par le processus de création et de mise en place d'un roman, et ou si comme moi vous êtes un grand fan du King, mais je pense que sincèrement même sans ça, ça peut tout à fait rester une lecture intéressante et plaisante. Parce que finalement, Stephen King nous raconte sa vision de l'écriture et la création de certains de ses romans de la même façon qu'il nous raconte ses histoires, justement, dans ses différents romans. Et du coup, c'était passionnant. Bien sûr, en tant que fan de l'auteur, j'ai adoré lorsqu'il faisait rentrer en résonance certains de ses propos avec la création de certains de ses livres. J'ai adoré apprendre encore plus d'anecdotes sur ses livres et sur sa vie personnelle, même si personnellement j'en connaissais déjà pas mal. D'autant qu'il raconte vraiment ça avec beaucoup d'honnêteté et de franchise, ce qui donne parfois lieu à des passages vraiment très drôles. Alors, petit bémol, on va dire, c'est vrai qu'en tant que française, durant ma lecture, il y avait certaines références que je n'avais pas, que je ne comprenais pas forcément, puisque ce sont des références propres à la culture américaine, et c'est bien normal, et ce n'est pas imputable à l'auteur, puisqu'elle parle de sa vie, donc forcément il va parler des États-Unis. Mais je pense sincèrement que pour toute personne qui souhaite tenter l'aventure de l'écriture, cet essai est vraiment un incontournable à lire. Il m'a semblé vraiment regorger d'énormément de conseils très pertinents et très justes, même si, comme King le dit lui-même, certains finalement ne relèvent quelque part que du bon sens. Néanmoins, je pense qu'il est toujours plutôt utile de le coucher noir sur blanc sur papier, parce que j'imagine que lorsque l'on est lancé dans ce genre de processus de création, d'autant plus quand c'est quelque chose que l'on fait seul, eh bien j'imagine que ce qui habituellement peut nous sembler relever du bon sens, dans ce cas particulier peut parfois venir à nous manquer. C'est vrai que parfois quand on a totalement la tête dans le guidon, eh bien on arrive à ne plus voir ce qui est là devant notre nez. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi oui. En parallèle, il donne aussi des conseils, je dirais beaucoup plus pragmatiques, par exemple sur la structure même d'une histoire, et si là aussi, dit comme ça peut paraître très scolaire quelque part, eh bien même là, croyez-moi, j'étais captivée, c'était vraiment encore passionnant. Parce que, tout simplement, cet homme, et je n'en démordrai pas, a vraiment un don de conteur, qu'importe le sujet qu'il ait décidé d'aborder. Ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Écriture, mémoire d'un métier est donc pour moi vraiment un court livre absolument brillant, qui démontre avec brio qu'il est possible d'enseigner, je dirais, sans pour autant être ennuyeux ou élitiste. Je dirais même que ce livre est tout le contraire de ça, et je suis persuadée que si tous les profs pouvaient être aussi intéressants et impactants que Stephen King, alors croyez-moi, il y aurait beaucoup plus de monde dans les classes et sur les bancs de la faculté. Ça, j'en suis persuadée. Je dis ça parce que j'ai eu la chance d'avoir certains professeurs qui étaient un petit peu comme ça, avec ce don de capter, de raconter les choses et d'embarquer ses élèves, et croyez-moi, ça fait vraiment une énorme différence. Entre essai et autobiographie, c'est donc un livre que, perso, j'ai trouvé très inspirant. Comme d'habitude, le style est fluide et entraînant, ce qui fait que c'est une lecture que j'ai fait en plus de ça très rapidement, alors que sincèrement, j'avais vraiment dans l'idée de le traîner sur un bon mois. Une très bonne surprise donc pour ma part, plus réussie encore je trouve que son essai Anatomie de l'horreur. Alors vous allez me dire, c'est aussi deux sujets très différents, et peut-être que ce sujet-ci m'a peut-être plus parlé ou plus captivé. Dans tous les cas,
Je suis persuadée que quoi qu'il me raconte, cet homme n'aura de cesse de me captiver et de m'embarquer dans son univers. Un court livre donc que je pourrais recommander sans souci, d'autant plus bien sûr si, comme moi, vous appréciez déjà à la base la plume de l'auteur. Et sans grande surprise, bien sûr, la lecture de cet essai m'a énormément donné envie de me replonger très rapidement dans un autre livre de Stephen King. Et petit spoiler, j'ai pas résisté très longtemps et oui, ma lecture du moment est un King. Donc en toute logique, vous le savez, vous allez en retrouver très bientôt sur la chaîne. En même temps, si vous êtes là, c'est que potentiellement vous êtes un minimum intéressé par cet auteur, parce que vu la fréquence à laquelle je vous en parle, j'imagine que si ça vous parlait, vous ne seriez pas là en train de regarder cette vidéo. Bon, et sur ce, je vais terminer ce point lecture avec un autre thriller, avec un autre auteur que j'ai déjà lu et avec pour le coup un décor qui va être bien loin là de l'Islande et des États-Unis, puisque je vous propose de partir avec moi en Nouvelle-Zélande avec Un père idéal de Paul Cleave aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, on va donc partir pour Christchurch, qui est donc une ville en Nouvelle-Zélande dans laquelle on va suivre Edward, qui est un père de famille qui a une vie somme toute très classique, en tout cas au premier abord. Il est comptable, sa femme est aussi comptable, ils ont ensemble une petite fille. Le seul élément un petit peu, on va dire, original dans sa vie, c'est le fait qu'il soit le fils de Jack Hunter, qui est un tueur en série qui a été arrêté de ça il y a à peu près une vingtaine d'années, parce qu'il était donc, comme je le disais, un tueur en série de prostituées. Il a fini par se faire choper, il est en tôle, il a pris une condamnation bien sûr à perpétuité. En toute logique, ça a donc un petit peu marqué l'enfance d'Edward, même si aujourd'hui, voilà, lui, perso, une vie, sa petite vie, tranquillou bilou, jusqu'au jour où malheureusement un événement va arriver et sa femme va décéder et ça va totalement chambouler sa vie. Alors je n'avais pas relu de roman de Paul Cleave depuis ma lecture de Un employé modèle que j'ai fait il y a maintenant de ça quelques années, et je dois dire que ce fut aussi agréable et efficace que dans mes souvenirs. J'ai beaucoup aimé la première moitié de ce roman, même si je vous avoue que j'ai été un petit peu déroutée au départ parce que j'avais du mal à voir où l'auteur voulait m'emmener, puisque contrairement à la plupart de ces romans, il n'y était pour le coup pas question d'un tueur psychopathe. Alors oui, il y a Jack Hunter, mais vraiment, je dirais la première grosse moitié de ce titre est centrée sur la petite vie somme toute classique de son fils Edward. J'ai donc été plutôt surprise par la mise en place de cette histoire et également par la façon que j'ai trouvé très juste et très réaliste dont Paul Cleave a abordé cette thématique du deuil. Car pendant donc une bonne moitié de ce roman, on va suivre Edward dans sa descente aux enfers personnels, dans ce après qu'il faut apprivoiser suite à un événement qui va en une fraction de seconde totalement faire basculer sa vie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment terrible comment l'auteur avait réussi à faire vivre et ressentir comme il est possible d'avoir vraiment une vie en apparence parfaite, vraiment promise à de beaux lendemains, et comme tout peut basculer et complètement changer sur malheureusement un coup du sort. Et vraiment, durant ma lecture, j'avais beaucoup de peine et d'empathie pour cet homme qui ne sait pas comment gérer la perte de sa femme, qui ne sait pas non plus comment prendre en charge toute la peine et la détresse de sa fille, même s'il a également conscience que désormais cette gamine est tout ce qui le raccroche à la vie et tout ce qui va lui permettre d'avancer coûte que coûte. Donc pour tout ce qui est de la question du deuil et de la perte d'un être cher, j'ai trouvé que ce roman était vraiment très réussi. Ensuite, l'envie de vengeance assez naturellement, je dirais, survient, mais également la question de la potentielle hérédité de ce gène du mal avec un grand M. Et là, c'est vrai que l'histoire a pour moi basculé dans une sorte de course-poursuite
très différente de la première partie. Et c'est très clairement, je pense, le passage que j'ai le moins aimé dans ce titre. Tout d'abord, alors que, comme je le disais, cette première partie m'a semblé très, très crédible et très réaliste, là j'ai trouvé que l'on basculait quelque part dans une sorte du schéma du polar un peu fantasmé, à la limite du film d'action par moment. Alors, ce n'était pas désagréable du tout à lire, hein, loin de là, mais c'est juste que, par conséquent, ça m'a un peu sorti de cette ambiance très réaliste et très empathique dans laquelle j'étais finalement depuis le début de ma lecture. Alors, la question ou non de cette hérédité du mal est vraiment une question que je trouve profondément intéressante, mais c'est vrai que je l'ai déjà vue abordée dans d'autres titres et de façon, je dirais peut-être plus fouillée et plus approfondie et plus subtile que dans Un père idéal. Et ensuite, le point qui, pour le coup, m'a un peu posé problème dans cette seconde moitié, je dirais que c'est l'avancée de l'enquête menée par Edouard, qui pour le coup m'a semblé un peu trop facile et en même temps un peu flou. Vous savez, là, tout à l'heure, je vous parlais de ces romans policiers avec des coïncidences heureuses. Et bah, on flirte un petit peu avec ça, je dirais. J'avais l'impression que certains protagonistes étaient un petit peu, je dirais, sortis de nulle part pour faire avancer le schmilblick, et je vous avoue que j'ai eu un petit peu de mal avec ce sentiment de me faire un peu enfumer par Paul Cleave parce que monsieur n'avait peut-être pas envie de prendre le temps de tout m'expliquer à moi, petite lectrice. C'est vraiment le ressenti que profondément j'ai eu durant la lecture de cette grosse seconde moitié. Je tiens également à noter que dans cette seconde partie, certains passages regorgent de détails, je dirais, un petit peu gore et sanguinolents, donc attention aux lecteurs que cela pourrait peut-être rebuter, et je le comprends tout à fait. Par contre, j'ai plutôt bien aimé la fin. D'ailleurs, je n'avais absolument pas vu venir certains, je dirais, aspects de cette fin, et c'est toujours plutôt positif dans ce type de roman un peu thriller policier. J'ai même failli vraiment lâcher ma petite larmichette à un moment, et je vous avoue que vu la direction entre roman d'action et d'horreur que prenait cette seconde moitié, très sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à y trouver ce type d'émotion. Même si la toute fin m'a, c'est vrai, un peu déçue, alors non pas parce que je l'ai trouvé raté, mais plus parce que je m'attendais à autre chose, parce que j'aurais peut-être aimé une fin un peu plus radicale. Malgré tout, je l'ai trouvée plutôt intelligente. De plus, elle laisse une sorte de porte ouverte à une potentielle suite, et même si à ce jour ce titre reste un one-shot de Paul Cleave, personnellement je ne serais pas contre un petit tome 2. Et je suis désolée hein, pour les potentiels bruits parasites, hein, mais vous vous en doutez, la valse des tondeuses a recommencé. Enfin, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et le décor, puisque comme à chaque fois avec Paul Cleave, on se situe donc à Christchurch, et je vous avoue qu'après avoir lu Un père idéal, je n'avais pas franchement très envie d'aller y poser mes valises. Alors oui, forcément vous allez me dire, la vue de cette ville est biaisée par le vécu d'Edouard, puisque finalement c'est un petit peu la ville où il a tout perdu, mais du coup, durant la lecture, ça donnait vraiment ce sentiment d'une ville totalement gangréné par la misère et le crime, où très clairement il ne fait pas bon vivre. Et ce sentiment est vraiment renforcé par l'ambiance de chaleur étouffante très bien décrite par l'auteur. D'ailleurs, c'était assez drôle, je trouve, pour les lecteurs qui, comme moi, sont des lecteurs du coup européens, de lire ce genre de roman qui se passe du coup durant les fêtes de fin d'année, où Noël se prépare sous 40 degrés et où après le repas festif et l'échange de cadeaux, on va se poser dans le jardin histoire de faire bronzette en bikini. Alors vous me direz, oui, si on y réfléchit 2 secondes, c'est tout à fait logique, mais c'est vrai que durant ma lecture, ça m'a presque semblé quelque part un peu farfelu, puisque, bah, vous vous en doutez, c'est très éloigné du type de Noël que l'on peut faire, vivre et expérimenter dans l'hémisphère nord. Bon, après vous êtes libre hein, de faire Noël en bikini, mais vous risquez de vous peler un petit peu les miches. Un père idéal est donc pour moi un bon polar plutôt addictif autour des questions
du deuil, de la famille, de la génétique et de cette potentielle transmission du gène du mal, le tout renforcé par une ambiance, je dirais, ouais, très suffocante et dépaysante que j'ai beaucoup appréciée. Malgré tout, comme j'ai dit, hein, j'ai ressenti un petit essoufflement et une perte de réalisme dans la seconde moitié qui fait que malheureusement ce ne sera pas un coup de cœur et que ça restera entre guillemets une simple lecture sympathique et divertissante. J'ai par contre très hâte de découvrir la duologie autour du personnage de Theodore Tate, puisque l'auteur dans ce livre-ci il fait plusieurs fois référence, heureusement sans que cela ne soit spoilant, en tout cas personnellement je n'ai pas eu la sensation que ce soit particulièrement gênant et divulgachant. Paul Cleave est donc un auteur néo-zélandais vraiment plutôt agréable à lire, avec un petit penchant pour les tueurs psychopathes et les détails un peu sanglants que je continuerai à découvrir avec plaisir. Comme j'ai dit, donc je pense qu'à mon avis, les prochains que je lirai de lui, ce sera donc les 2 tomes de cette duologie autour du personnage de Theodore Tate. Je crois que c'est Nécrologie et la collection, ou dans l'autre ordre, je ne sais plus, il me semble. J'espère que je ne dis pas de bêtises, sinon je couperai tout simplement au montage. Après tout, lorsque l'on est une booktubeuse en carton, il faut au moins tirer parti des avantages du montage vidéo. Et sincèrement, ça m'a beaucoup plu de me replonger dans la plume de cet auteur que j'avais vraiment mis de côté pendant plusieurs années, donc j'ai bon espoir et j'espère, en tout cas, note à moi-même, de sortir d'autres romans de cet auteur assez rapidement parce que c'était plutôt cool. En même temps, je dis assez rapidement, mais je me dis aussi que c'est potentiellement le genre d'auteur qui pourrait être très cool à garder pour le Black November. Oui, nous sommes au mois de juin et la nana pense déjà au Black November. Que voulez-vous, je suis beaucoup trop accro à ce challenge littéraire. Soit, c'est donc ainsi que je vais clôturer le point lecture du jour. Comme vous l'aurez vu, hormis une petite déception. Oui, déception parce que sincèrement j'en attendais beaucoup et j'avais très envie d'apprécier le roman des vents contraires. D'ailleurs, j'étais assez persuadée d'apprécier et finalement ça ne l'a pas du tout fait. Donc hormis celui-là, ça a vraiment été dernièrement de bonnes lectures, voire de très bonnes lectures. Je l'ai déjà dit hein, il y a peu de temps, mais c'est vrai que de façon globale, j'ai la chance, alors peut-être tout simplement que je choisis mes lectures, mais j'ai le plaisir en ce moment de faire plutôt de bonnes lectures. Je dis ça, mais le dernier roman que je viens de refermer n'a pas été une franche réussite non plus. Mais ce sera l'objet d'un autre point lecture. Bref, tout ça pour dire qu'en plus de ça, avec ce beau temps qui est enfin arrivé, j'espère avoir le temps de dégommer du bouquin cet été, parce que tout simplement j'en ai énormément envie en ce moment. J'ai envie de me plonger, bien sûr, dans beaucoup de romans du King, mais pas que, hein, je pense aussi à pas mal de romans jeunesse ou young adult que j'ai envie aussi là de dégommer, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, en général, en été, je trouve que ça se prête plutôt bien, en tout cas pour mes habitudes de lecture. Soit, j'espère donc, en tout cas, que mes avis du jour vous auront plu, vous auront été utiles, que vous aurez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce levé ou un petit emoji dans les commentaires, que je sache que vous êtes là et que vous supportez la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve donc très bientôt, je l'espère en tout cas, parce que je n'ai aucune idée de ce que je vais filmer prochainement pour vous apporter du contenu sur cette chaîne. Ce sera donc la grosse surprise. J'aimerais tourner des vlogs lecture, mais ça va dépendre aussi de pas mal de choses dont je ne décide personnellement pas, donc... Qui vivra verra. Rendez-vous sur la chaîne pour en savoir plus prochainement, je ne peux pas vous dire mieux. Et sur ce, bien sûr, jusqu'à la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!